Bonjour. En Provence, depuis des temps immémoriaux, c'est de la mer que sont venues la prospérité et la civilisation. 30 siècles avant notre ère, les Ligures avaient reçu les Phéniciens et, 2 siècles plus tard, les Grecs, chassés d'Ionie, renforcèrent et remplacèrent peu à peu ces premiers venus d'Orient et apportèrent à leur tour leurs connaissances, leurs sciences et leurs arts. Bientôt ils fondèrent Massalia, la nouvelle fossée, il y a un peu plus de 2600 ans. Et aussitôt la légende s'empara de cet épisode fondateur de notre ville. Et il n'est pas question pour les Marseillais de remettre en cause le mariage du marin Protis avec la princesse gauloise Gyptis. Je ne m'y risquerai donc pas. Hérodote, le grand historien et géographe grec, a rapporté en détail les voyages accomplis par les Phocéens quand ils ne voulurent pas se soumettre à Harpage, un dignitaire mède qui avait sauvé Cyrus, le petit-fils d'Astiage. C'est donc de ces expéditions pour trouver une terre d'accueil que naquit Marseille. Voici ce que nous en dit précisément Hérodote dans le premier volume des histoires. Les Phocéens furent les premiers chez les Grecs qui entreprirent de longs voyages sur mer. Ils ne se servaient point de vaisseaux ronds, mais de vaisseaux à 50 rames. Ils arrivèrent d'abord en Corse, y élevèrent des temples et demeurèrent 5 ans avec les colons qui les avaient précédés. Mais comme ils ravageaient et pillaient tous leurs voisins, les Tyréniens mirent les uns et les autres en mer, d'un commun accord, 60 vaisseaux. Les Phocéens, ayant ainsi équipé de leur côté pareil nombre de vaisseaux, allèrent à leur rencontre sur la mer de Sardaigne. Ils remportèrent une victoire à Cadméenne, mais elle leur coûta cher, car ils perdirent 40 vaisseaux et les 20 autres ne purent servir dans la suite, et tout ce qu'ils purent emporter du reste de leurs biens. Ils abandonnèrent l'île de Corse et ils firent voile vers Rhégium en Calabre. Ces peuples furent les seuls parmi les Ioniens qui aimèrent mieux abandonner leur patrie que de porter le joug. Comme on le voit, d'après ce que nous dit Hérodote, les Phocéens s'installèrent donc en Corse avant de débarquer sur les côtes de Provence et de fonder Marseille. Au pied de cette Hymette, montagne de l'Attique au sud d'Athènes, qu'est la colline de la Garde, au bord de la Grande Bleue, en face de petites îles paradisiaques, ils se retrouvaient chez eux. Massalia, c'était la nouvelle fossée, semblable à l'original, mais avec en plus la paix, la sécurité et ce plaisir impétueux de vivre, d'échanger, de s'amuser. Massalia prospéra vite et se dota d'un gouvernement unanimement loué durant toute l'Antiquité depuis Aristote. Elle jouissait de la plus grande stabilité politique qui lui garantissait une économie prospère depuis des siècles. L'ordre et la sécurité régnaient à Massalia. Grâce à des finances saines et une rigueur administrative de bonne aloi, la cité pouvait s'occuper d'elle et de ses habitants. La propreté de la ville était l'un des soucis quotidiens des responsables, et la cité phocéenne ressemblait à un sous-neuf. Les palais, mais aussi les plus simples demeures, étaient éclatants de blancheur sous le soleil ardent. La santé de chacun, tant matérielle que morale, était préservée par des mesures drastiques prises pour empêcher les maladies de pénétrer dans la cité. Les observateurs avisés, comme Strabon, le grand géographe, dans sa géographie, se firent souvent l'écho de la bonne santé de la ville dû à un système administratif et politique original.
Massalia était une république dans laquelle chaque citoyen était appelé à faire entendre sa voix dans toutes les décisions importantes. Valère Maxime, dans ses Mémorables, ne cacha pas son enthousiasme et son admiration pour la République de Massalia et écrivit notamment: Les citoyens de la République de Massalia ont une constitution aristocratique la mieux réglée de toutes. Elle dépend d'un conseil de 600 hommes qui ont cette charge à vie et répondent au nom de Timouk. Ils sont 15 de ce conseil. Le Synédrion à le présider et à qui est confiée la gestion des affaires courantes. À tour de rôle, 3 d'entre eux sont au premier rang et l'un d'entre eux préside. On ne peut devenir Timouk que si l'on n'a pas d'enfant et si l'on n'est pas citoyen massaliote depuis 3 générations. Pour assurer la sécurité, indispensable à la santé matérielle et morale de chacun, dont je parlais à l'instant, les Timouks avaient établi des barrières de protection pérennes. Nul ne pouvait franchir les murs de la cité armée. Il fallait déposer les armes en entrant dans la ville, et elles n'étaient restituées à son propriétaire que lorsqu'il en ressortait. Si les armes étaient exclues à Massalia, ce qui permettait à chacun de vaquer à ses occupations à toute heure du jour et de la nuit, sans risquer de se faire attaquer. Heureuse époque! La sécurité morale des citoyens était aussi assurée avec la plus grande vigilance. Ainsi, ceux qui tentaient de représenter au théâtre des actions infamantes étaient aussitôt chassés de la ville. La consommation du vin était interdite aux femmes, car, constataient les médecins massaliotes, le vin leur montait à la tête bien plus vite qu'aux hommes. À cette exception près, la femme jouissait des mêmes droits que les hommes, si ce n'est que la prostitution lui était formellement interdite. La peine de mort était abolie dans la pratique à Massalia, même si par souci de tradition on conservait précieusement, depuis Gyptis et Protis, le glaive voué aux exécutions capitales. Dans cette société presque idéale, chacun pouvait espérer se faire une place et œuvrer au bien commun. Les pauvres et les indigents étaient très rares et pris en charge par la société, ce qui fait que ne se posait pas le problème de la mendicité dans la ville. L'influence de Massalia fut positive pour civiliser son entourage, à savoir les Gaulois, et Strabon insiste sur le fait que Massalia devint très vite un lieu de culture et d'instruction. Il détaille aussi les rapports de Massalia avec la mer. Les Massaliotes, écrit-il, occupent un territoire dont le sol favorable à la culture de l'olivier et de la vigne est en revanche, par sa nature, âpre, beaucoup trop pauvre en blé. Aussi vit-on, dès le principe, plus confiant dans les ressources que pouvait leur offrir la mer que dans celles de l'agriculture, chercher à utiliser de préférence les conditions heureuses où ils se trouvaient placés pour la navigation et le commerce maritime. Massalia, au fil des années, triompha tout d'abord dans tout le bassin méditerranéen. Elle développa son commerce, l'envoi de son vin, de son huile, du sel des salins de Camargue, ses poteries et ses bijoux dans tous les pays des bords de la Méditerranée, notamment l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Peuplée d'environ 6000 habitants, elle devint en quelques décennies l'une des plaques tournantes du trafic maritime et ses galères sillonnaient allègrement la Mare Nostrum. Pour préserver ses avantages, elle sut se concilier l'amitié des tribus indigènes, en particulier des Gaulois, et conserva de bons rapports avec ses puissants voisins, Rome et Carthage,
sa grande rivale en Méditerranée. Les Carthaginois étaient en effet, comme les Massaliotes, des marins audacieux. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, ils tenaient les colonnes d'Hercule, arraisonnant, pillant, tuant, réduisant à l'esclavage ceux qui tentaient de s'approcher de Gibraltar. Mais Carthage avait un autre prestige. Lui seul avait affronté l'océan, et lui seul s'en disait le maître. Le moins que l'on puisse dire est que les descriptions des chroniques carthaginoises ne nous donnaient guère envie de s'y aventurer. Cet océan d'Europe était réputé inaccessible, encombré d'épaves boueuses enfoncées dans les ténèbres de l'atmosphère. Le premier visiteur historiquement attesté de l'océan Atlantique est Himilcon, désigné par Carthage pour activer à son profit les relations commerciales avec l'Europe du Nord-Ouest, comme elle le faisait déjà pour l'Afrique occidentale. Nous ignorons tout de ce voyage sur cet océan diabolique, interdit aux mortels, selon Hérodote et Pindare, et que l'on croyait entouré de terre. Il semblerait toutefois qu'Himilcon ramena de ses pérégrinations semées d'embûches, et plus précisément des îles Cassitérides, l'étain, si utile pour la fabrication du bronze. Les îles Cassitérides, les îles de l'étain, Cassiteros signifiant étain en grec, étaient peut-être des îles situées au nord-ouest de l'Espagne actuelle, ou un peu plus au nord, vers les côtes britanniques. Voilà ce qui intéressa particulièrement Massalia, dont les ambitions maritimes ne se limitaient pas à la Méditerranée, et qui décida d'explorer à son tour cet inconnu redoutable, le nord, d'y ramener de l'étain et de l'ambre, et sans doute d'autres richesses insoupçonnées, mais aussi d'ouvrir de nouveaux débouchés pour son commerce. C'est alors que Pythéas, un Massaliote féru de science et amoureux des nombres, né vers 380 avant Jésus-Christ, fit part aux autorités de la ville de son projet de voyage dans les mers du nord de l'Europe, un projet fou, utopique, mais grandiose, qui correspondait parfaitement à ce que souhaitait Massalia. Né dans une vieille famille massaliote, mais modeste, il avait été remarqué dès son plus jeune âge et pris en charge par les représentants massaliotes de la confrérie pythagoricienne qui accueillait en son sein les druides savants et se consacrait essentiellement à la culture scientifique et morale. Pythéas expliqua donc au Timouc, équivalent de nos députés, qu'il souhaitait se lancer sur les traces d'Himilcon de Carthage, et en suivant les rivages de l'Europe, partir à la conquête de ce monde nouveau, mystérieux et fascinant. Ce navigateur intrépide, qui allait devenir le plus fameux explorateur de l'Antiquité, avait réussi à déterminer avec une précision incroyable, pour l'époque, en se servant d'un gnomon, la latitude de la ville natale, de sa ville natale, qui fut aussi la première ville dans le monde à être située géographiquement. Je précise, pour ceux qui l'ignorent peut-être, que le gnomon est cet instrument astronomique qui se présentait comme une simple tige verticale terminée par une boule et avait été inventé par le savant présocratique Anaximandre de Milet, qui passe également pour avoir été le premier philosophe grec à avoir consigné ses travaux par écrit, même s'il ne nous en reste que des brides. Massalia, sous sa direction, équipa son bateau, ou plus vraisemblablement ses deux bateaux, sorte de robustes
trirème amélioré, capable de naviguer par tous les temps et toutes les températures, même extrêmes. Une trirème était une galère manœuvrée par 170 nageurs, rameurs plutôt, étagés sur 3 rangs, d'où son appellation. Elle équipa aussi celui d'un autre explorateur particulièrement motivé, le camarade d'études de Pythéas, Eutimène, qui, pour sa part, se contentait d'un navire classique. Eutimène avait lu tous les écrits concernant le voyage du Phénicien Anon, célèbre carthaginois qui, un siècle plus tôt, entre -630 et -530, avait tenté un contournement de l'Afrique, et il se proposait d'explorer la côte atlantique du continent noir. Les vivres furent très largement calculés, les rameurs les plus célèbres et les plus robustes furent engagés, des amphores remplies de vin embarqués, dans le but de leur servir de monnaie d'échange et d'amadouer, si besoin, les barbares. Pythéas, de son côté, eut l'idée, dit-on, de lester ses galères avec de lourds caillots de crocs. À son retour, il remplacerait le lest par l'étain et l'ambre. Les deux explorateurs massaliotes préparèrent ensemble leur expédition. Ils voguèrent d'abord de concert jusqu'à Gibraltar, première difficulté importante, mais Carthage avait beaucoup perdu de sa superbe depuis que sa vieille métropole de Tyr avait succombé après un siège acharné sous les coups de boutoir de l'armée d'Alexandre le Grand. Les Carthaginois avaient dû aussi soutenir une guerre pénible en Sicile, tandis que se multipliaient les victoires de Rome sur ses alliés étrusques. Massalia, la plus équilibrée et la plus brillante des cités grecques, au dire d'Aristote, profita donc de cette extraordinaire manifestation de la puissance hellénique et du relatif abaissement de Carthage pour obtenir de celle-ci qu'elle laissa passer ces deux explorateurs qui s'en allaient reconnaître les côtes de l'océan. L'un, Eutimède, au sud des colonnes d'Hercule, l'autre, Pythéas, au nord. C'est là qu'ils se séparèrent et Pythéas, seul, longea la côte ibérique, saluant de loin le temple d'Hercule. Commença alors pour lui un fabuleux voyage. Il fut, selon l'historien Max Cary, le plus fécond en résultats scientifiques de tous ceux qui eurent lieu avant le règne d'Henri le Navigateur. Pythéas doubla le cap d'Ortegal et se dirigea vers la Bretagne française en droite ligne. Là, il découvrit la marée. Ah, c'était donc vrai ce que disait Himilcon, et avant lui Anon. Ce mouvement ascendant, descendant, 6 heures d'affilée, envahissant la terre et 6 autres heures la découvrant, était extraordinaire pour un navigateur méditerranéen. Pythéas observa ce phénomène en exagérant un tantinet la hauteur, 35 mètres au lieu de 15 à 18 mètres au maximum, et il s'interrogea. La cause n'était-elle pas Sélénée, dans la mythologie grecque, l'une des déesses de la lune, et plus précisément de la pleine lune? Poursuivant son voyage sur ces flots inconnus, un cap sombre s'avança, celui du raz de Sein, puis plusieurs îles noyées d'écumes et de brumes. Autour de lui, ses marins et ses rameurs ouvraient de grands yeux étonnés. Tout était si différent de ce qu'ils avaient connu jusque-là, si différent, si grandiose et si inquiétant à la fois. D'après ses calculs, Pythéas savait à présent que sa route s'écartait de la route tracée par Himilcon, car ce que le Massaliote voulait, c'était découvrir la Celtique, ses côtes, son étendue et ses limites.
Il doubla donc le cap de Sein et louvoya vers ce qu'il espérait être l'embouchure du Rhin. Mais là, il resta stupéfait. Entre cette Celtique et la Grande-Bretagne se trouvait un détroit. Et en s'y engageant, il eut, avec ses hommes, le sentiment de s'engager vraiment dans l'aventure, car cette fois, personne au monde n'avait parlé de ce détroit, personne au monde ne s'était aventuré jusque-là. Alors, en avant, à la grâce de Dieu, ou plutôt des dieux et d'Artémis qui avait toujours protégé ses fils. Et vogue, Pythéas, vogue seul et toujours déterminé et confiant vers cet inconnu qui te fait rêver. Mais voici que plus loin apparaît un autre détroit, tellement plus étroit, mais qui n'impressionnait pas ces hommes téméraires. Poursuivant la route joyeusement, oubliant leurs craintes, pour s'encourager, certains chantaient, tous riaient et se congratulaient. Géographe curieux, marin hardi et sûr de sa bonne étoile, Pythéas progressa jusqu'au pays des plus au nord, jusqu'aux terres polaires où, pensait-il, se trouve le nid du soleil. Car, si la terre est ronde, ce que l'on affirmait maintenant, au sommet de la dite sphère, le jour et la nuit devaient être égaux. C'était désormais ce qu'il voulait démontrer, et il ne fallait donc pas perdre de temps. Et voguent toujours les galères dans la brume et le froid, de plus en plus prenants. Pythéas longea donc cette île, la Grande-Bretagne, à la forme, note-t-il, d'un grand triangle comme la Sicile. Mais ses côtés ne sont pas égaux. Elles s'étirent obligatoirement le long d'un continent. Étant passé devant l'embouchure de la Tamise, il suivit jusqu'au bout de la côte orientale, jusqu'à l'archipel des Orcades, le point le plus septentrional de l'Écosse. Par nécessité, pour se ravitailler, il débarquait quelquefois, entrait en communication avec les indigènes, s'expliquant en bon massaliote, à grand renfort de gestuelle et de mimique, mais aussi à grands coups de vin cuit. Des Orcades, il se jeta en pleine mer, ne s'intéressant pas à l'Irlande, que l'on disait peuplée d'anthropophages. Mais, du nord de l'Écosse, il entreprit une excursion mémorable jusqu'à une île mystérieuse dont la légende devait traverser les siècles, l'île de Thulé, cette terre arctique où les nuits sont lumineuses en été et où il arrive même que le soleil ne se couche pas. Et il y aborda, la même où le lui indiquaient ses calculs. Dans la glace et le brouillard, il se posa la question: était-ce une île, ce Thulé, ou bien un continent? Était-ce un rêve, ou une hallucination, après 120 jours épuisants de voyage dans l'inconnu sur les galères? Ce qui est sûr, c'est qu'il fut le seul à y être allé, et l'on a prétendu à tort qu'il n'en avait parlé que par ouï-dire. On a pensé que ce pouvaient être les Shetland, ou les Faroé, ou la Norvège, qui n'est pas une île et se trouve au nord-est, ou bien encore l'Islande. Est-ce à propos de ses habitants qu'il dira, évoquant ainsi le cercle polaire: les barbares nous montraient où se couche le soleil, c'est-à-dire l'endroit où il disparaît pendant 6 mois, mais où, l'été, les nuits sont éclairées. Toutes les hypothèses restent aujourd'hui crédibles. Ce qui est certain, c'est que, poursuivant sa montée vers le nord, il dépassa sans doute le 65e parallèle et découvrit de nouvelles constellations qui ne se couchaient pas.
Spécialiste en archéologie sous-marine et membre de l'équipe de la Calypso du commandant Cousteau, Ferdinand Lallemand, avec l'aide de la thèse du professeur Gaston Broche, Pythéas le Massaliote, refit dans sa tête, en 1956, ce voyage extraordinaire et écrivit le journal de bord de Pythéas, dans lequel il nous montre Thulé tel que le navigateur aurait pu la voir, de roches en forme de cubes énormes et au-dessus un cône de neige très pur ressemblant à Strongulé, l'île d'Éole. Pas de ville, au fond de ce golfe quelques cabanes. Pas d'arbres, à peine de l'herbe verte et rase entre les rochers noirs qui paraissent de même nature que ceux de Strongulé. Une des montagnes crache parfois du feu, et la mer bouillonne quand les roches brûlantes se jettent dans l'eau. Pythéas reprit ensuite son voyage en direction du Grand Nord, dans une mer solidifiée, invincible, à travers une brume qui recouvrait tout, et à 24 heures de navigation au nord de Thulé, Pythéas affirma avoir vu de ses yeux ce qu'il compara à un poumon marin. À propos du poumon marin, Ferdinand Lallemand écrivit: à l'exception de Thulé, dans ces régions les plus septentrionales, il ne subsiste ni terre, ni mer, ni air. On y trouve seulement une espèce de concrétion de ces éléments semblable au poumon marin, matière qui, enveloppant de tous côtés la terre, la mer, toutes les parties de l'univers, en est comme le lien commun et au travers de laquelle on ne saurait ni naviguer ni marcher. Le poumon de la mer. Et ce n'est pas de la glace dure, ce n'est pas de l'air, ce n'est pas de l'eau. Ce poumon marin semble respirer sous une ondulation lente et angoissante. Les rames s'alourdissent dans cette eau qui n'est pas encore de la neige ou de la glace. Poursuivant l'aventure en plein inconnu ténébreux, Pythéas mit le cap sur l'est, toucha la Suède, puis la Germanie à travers le semi-serré de 23 îles, parvint à celle d'Abalos, si couverte de boules d'ambre jaune que, raconte Lallemand, il déchargea les lourds caillots de crocs et les échangea contre de l'ambre aux autochtones ravis qui firent des murailles avec ces pierres, puis il lesta son bateau avec l'incroyable richesse. Pythéas s'est-il arrêté à l'ouest du Jutland? A-t-il exploré la Baltique? Rien ne permet de l'affirmer de façon formelle, mais peu importe. Ce que l'on sait, c'est que le ravitaillement devenant difficile et l'expédition pouvant se féliciter d'avoir surpassé de beaucoup celle d'Himilcon, alors que l'automne arrivait, plus vite en ces climats du Nord, il devenait urgent de rentrer au plus vite, ce que Pythéas fit en suivant pour le retour la même route qu'à l'aller, moins la boucle autour de la Grande-Bretagne, et qu'il écrivit de toute façon une page magnifique de l'histoire des explorations. Pythéas aurait fait 186 000 stades, dont 45 000 sur cet océan inconnu et redoutable. Le stade était une unité de longueur grecque dont la valeur était d'à peu près 200 mètres. Ces observations, dont la première description du soleil de minuit et celle des aurores boréales, contribuèrent au progrès de la géographie astronomique. Mais on peut regretter que, de retour dans sa ville natale, il fut traité d'affreux menteur, selon Polybe. Il est vrai
que tout ce qu'il raconta pouvait sembler invraisemblable au commun des mortels. Un jour et une nuit de 6 mois, le poumon marin de glace, d'air, d'eau qui respire, ou encore ces êtres étranges qui marchent lourdement sur les pieds de cheval et dorment dans un trou de neige enveloppé dans leurs oreilles. C'est ainsi que les marins et les rameurs de Pythéas interprétèrent les raquettes rustiques des Esquimaux, leurs capuchons fendus derrière, dans lesquels ils dormaient en effet enroulés. Voilà de quoi faire s'esclaffer les marchands et les poissonnières du port. Assurément, Pythéas, sans le savoir, avait inventé la galéjade. Mais le navigateur persistait pourtant dans ses dires. Lorsqu'on l'interpellait sur les tribus nordiques, il rétorquait: ce sont des gens très simples et bien éloignés de cet esprit vil et méchant qui est souvent le nôtre. Ils boivent non pas du vin, mais une liqueur fermentée à base d'orge. Ils racontaient avec force détail leur mode de vie, et quand ils parlaient de leur sagesse, ils suscitaient des réactions indignées. Malgré tous ces efforts, personne ne le croyait, et il se heurta même à l'hostilité systématique des soi-disant esprits forts comme Strabon. Quant aux autorités de la ville, elles furent probablement déçues par les résultats économiques de la mission de Pythéas. Manifestement, son voyage n'avait pas été assez rentable, en dépit de l'ambre rapporté. Pythéas, de son côté, n'apprécia guère les critiques dont il fut l'objet, et il s'enferma alors pendant presque un mois et rédigea, à partir de ses observations, son grand traité sur l'océan, écrit sur des rouleaux de papyrus, et qui ne nous est malheureusement pas parvenu, vraisemblablement détruit lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie en 47. Les géographes et les historiens de l'Antiquité y ont puisé de nombreuses informations grâce à de nombreuses copies de ce traité. Ce récit n'est toutefois pas pris très au sérieux. Nombreux sont ceux qui ne croient guère à ce qu'il raconte, et Pythéas ne se remit jamais de cette incrédulité et du manque de reconnaissance de la part de ses compatriotes. Il mourra presque oublié de tous, plein d'amertume. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard que Pythéas fut enfin reconnu. Et Winston Churchill, premier lord de l'amirauté en Angleterre durant la Première Guerre mondiale, écrivit qu'il est l'un des plus grands explorateurs que l'histoire ait connus. Il le qualifia aussi de Christophe Colomb des contrées nordiques. Quant à son camarade et compatriote Eutimène, qui de son côté avait longé le rivage africain, il entra en contact avec des peuples qui n'avaient, semble-t-il, jamais rencontré d'hommes blancs. Il arriva jusqu'à l'embouchure d'un fleuve immense, qu'il nomma Crémette, et qui était peuplé sur ses bords de toutes sortes d'animaux, la plupart encore mal connus, comme les crocodiles ou les hippopotames, ainsi que d'innombrables espèces d'oiseaux aux couleurs vives. Ce fleuve devait être le fleuve Sénégal, et Eutimène supposa à tort une connexion entre le Nil et le Sénégal. L'erreur fut corrigée au XVIIe siècle par le géographe français Guillaume de Lille. Dans les années 50 après Jésus-Christ, le philosophe romain Sénèque rapportera ces propos d'Eutimène. J'ai navigué sur la mer Atlantique. Elle cause le débordement du Nil, tant que les vents étésiens se soutiennent, car c'est leur souffle qui pousse alors cette mer hors de son lit. Dès qu'il tombe, la mer aussi redevient calme, et le Nil à sa descente a des poids moins de puissance.
Du reste, l'eau de cette mer est douce et nourrie d'animaux semblables à ceux du Nil. Reprenons la direction du sud, Eutimène s'arrêta dans un archipel d'îles volcaniques couvertes d'arbres odoriférants et de toutes les couleurs, probablement le Cap-Vert. Les vents étésiens, dont parle Sénèque, sont des vents puissants qui soufflent notamment sur la Méditerranée orientale et qui, disait-on, dans la Grèce antique, étaient envoyés par Zeus pour rafraîchir l'atmosphère. Pendant plusieurs jours, son navire longea des rivages embrasés, pleins de parfums, et évita des ruisseaux de flammes se jetant dans la mer. Puis Eutimène découvrit, avec son équipage effrayé par cette vision dantesque, une montagne beaucoup plus grande que les autres, appelée le char des dieux. On peut penser qu'il pouvait s'agir du mont Cameroun, haut de 4070 mètres, au fond du golfe de Guinée. Plus tard, les navigateurs parvinrent, semble-t-il, à débarquer sur une île pleine d'hommes sauvages nus. Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes et avaient le corps velu. On songea alors à des gorilles, mais ceux-ci ne se rencontrent en général qu'en Afrique équatoriale. Eutimène serait-il donc allé jusqu'au Gabon? Ce n'est pas impossible. De retour à Massalia, il semblerait qu'il fût pris plus au sérieux par ses compatriotes que son ami Pythéas, sans doute parce qu'il confirmait des informations rapportées par Anon, pour lequel les Massaliotes avaient la plus grande admiration. Toutefois, on peut se demander si les Timouks furent véritablement intéressés par la relation qu'il leur fit de son périple, puisqu'ils ne donnèrent pas suite aux explorations dans cette région. Par ailleurs, il fut progressivement oublié et n'est même pas cité dans les textes qui nous sont parvenus jusqu'à la période romaine. Dans le sillage de Pythéas et d'Eutimène, de grands marins, explorateurs et aventuriers provençaux s'illustrèrent en mer au cours des siècles suivants. Je vous propose de nous arrêter sur quelques-uns de ces héros du grand large, originaires de Provence. La vie du premier d'entre eux est un prodigieux roman d'aventure et d'amour. Sa naissance elle-même ne manque pas de romantisme. Le chevalier Paul est né sur une petite barque ballottée par la mer en furie, un jour orageux de décembre 1598, entre le littoral marseillais et l'îlot du Château d'If. C'est le fils naturel d'une lavandière et d'un père réputé inconnu. On sait aujourd'hui qu'il s'appelait Elzias Samuel et était lieutenant du gouverneur du Château d'If, Paul Forcia de Pile, qui fut son parrain. À 13 ans à peine, il s'embarqua comme mousse sur une tartane et commença à rêver de gloire et d'exploit, non point pour satisfaire des ambitions personnelles, non, mais par amour, oui, par amour, pour pouvoir, lui, l'enfant du Château d'If, sans titre ni fortune, mériter la main de la petite Suzanne. Ses rêves devinrent rapidement réalité. À 20 ans, le voici donc maître après Dieu d'un brigantin, après avoir remplacé le capitaine tué au cours d'un engagement contre 2 navires turcs puissants. Le chevalier Paul parvint à couler l'un d'eux et à se saisir de l'autre. Il s'illustrera dans tous les combats maritimes sous le règne du roi Louis XIII, deviendra chevalier de l'ordre de Malte, et ses multiples exploits et sa bravoure le hissèrent très vite au rang des plus grands marins de la flotte française, comme Corentin de Trouville ou Auquincourt. Mais quand le désormais célèbre capitaine Paulo revint dans sa ville natale, c'est pour assister
aux dernières heures de sa tendre Suzanne, qui, atteinte de phtisie depuis plusieurs années, s'éteindra dans ses bras. Il ne lui restait donc plus désormais, pour se consoler de son immense chagrin, que de repartir sur les mers afin de lutter contre les barbaresques. C'est au cours de l'un de ces combats en Méditerranée qu'il intercepta un brigantin mort transportant dans ses cales une vingtaine de captifs, dont la séduisante Isabelle de Vieuxville, âgée de 20 ans, et dont le mari venait d'être tué par les pirates. Il en tomba éperdument amoureux, et elle lui donna un enfant. Des années plus tard, en 1666, il eut l'insigne honneur de recevoir le roi de France, Louis XIV, chez lui, à Toulon, où il possédait une belle maison entourée d'un grand jardin rempli de roses et de jasmin. Sa dernière campagne fut celle au cours de laquelle il conduisit, durant l'été 1666, Marie-François-Élisabeth de Savoie auprès de son époux, le roi Alphonse VI de Portugal. Il revint ensuite à Toulon, où il commanda la flotte jusqu'à sa mort en décembre 1667. Sur sa demande expresse, il sera enterré au cimetière de Toulon, sous la porte Saint-Lazare, dans une fosse commune, côte à côte avec des matelots. Son souvenir resta longtemps vivace dans la mémoire collective des Marseillais. Autre grand navigateur provençal, qui fut le compagnon de Jean Bart, le chevalier Claude de Forbin, né à Gardanne en 1656. Lui aussi lutta contre les pirates barbaresques en Méditerranée. C'est en 1689 qu'il fut placé sous les ordres du corsaire Jean Bart à Dunkerque, avec lequel il s'adonna à la guerre de course. Il servira sous les ordres de Trouville dans les années 1690, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, sera fait chevalier de Saint-Louis en 1699, puis, quelques années plus tard, sera chef d'escadre. Entretenant de mauvaises relations avec le secrétaire d'État à la marine, Pontchartrain, il quittera le service en 1710 et se retira sur ses terres au château de Saint-Marcel à Marseille, où il décédera en mars 1733. Près de 50 ans plus tard, c'est un autre provençal, un autre marin provençal, Pierre-André de Suffren, qui va s'illustrer sous le règne de l'infortuné roi Louis XVI, dont l'arrière-grand-père, Louis XIV, le roi Soleil, avait fait de la France une grande puissance maritime. Pour cela, il avait constitué une importante flotte de galères et fait construire à Marseille en 1680 un somptueux arsenal de galères qui, avec ses 28 galères portées à 41 en 1692, et ses magasins harmonieux, s'étendait sur une grande partie du quai de Riveneuve. En mars 1679, à l'occasion de la visite du marquis Jean-Baptiste de Seignelay, fils de Colbert et secrétaire d'État à la marine, une galère fut construite en un jour. Mais, à la fin du long règne du roi Soleil, lorsqu'éclata la guerre de succession d'Autriche, les galères n'étaient plus que 6, et notre prestigieuse flotte s'était réduite comme peau de chagrin. Louis XVI, s'il fut tant décrié sous la Révolution, se révéla être un grand roi pour la marine, du fait d'abord qu'il était passionné par la mer et conscient de l'importance de celle-ci pour le commerce comme pour la guerre. Avec le maréchal de Castries, son ministre de la Marine, la construction navale évolue et des navires plus rapides et plus performants sont construits entre 1774 et 1784. Les arsenaux de Nantes, de Brest, de Saint-Malo et de Toulon tournent à plein régime, et sous l'impulsion de Louis XVI, de grandes expéditions scientifiques sont menées
et les marins français vont jouer un rôle décisif dans la guerre d'indépendance américaine aux côtés de l'intrépide marquis de Lafayette. Cette réussite s'expliquera en grande partie par le talent de quelques gentilshommes provençaux, dont celui que je citais précédemment et que l'on considère à juste titre aujourd'hui comme le plus grand marin de tous les temps, l'Aixois Pierre-André de Suffren. Gentilhomme de vieille souche provençale, il est formé sur les vaisseaux de l'ordre de Malte comme un autre provençal, François-Joseph Paul de Grasse, qui deviendra l'un des héros de la guerre d'indépendance américaine sous les ordres de Rochambeau. On appelait alors cela « faire ses caravanes ». À 55 ans, Suffren devint bailli de l'ordre et capitaine de vaisseau de la marine royale. C'était un homme d'une grande intelligence et un épistolier infatigable, à la plume sûre, mais il était de caractère ombrageux et choqué par ses mœurs dissolues et sa vulgarité. Et il était très lié avec Madame d'Alès, Marie-Thérèse du Perrot, qu'il aimait tendrement. Et pourtant, ses conquêtes féminines étaient nombreuses. En mer, ses relations avec de jeunes mousses, les mignons de Suffren, comme on les appellera, souleva l'indignation. C'est la raison pour laquelle il inspirait finalement très peu de sympathie, et on peut même dire que de nombreux officiers de marine le détestaient. Ils le surnommèrent à partir de 1778 le grand cul ou le gros cul, en raison de son physique, car il était obèse, et aussi de son échec en décembre 1778 devant l'île de la Martinique, à l'entrée de la baie du Grand Cul-de-Sac, face aux Anglais. Cet échec était dû en grande partie à la médiocrité de certains capitaines, dont Henri d'Estaing. Dans sa correspondance, quelques jours plus tard, il laissera d'ailleurs éclater sa colère et son dépit. Notre campagne a été un enchaînement de vicissitudes, de malheurs et de sottises. Nous avons eu la douleur d'avoir les plus belles occasions et d'avoir profité d'aucune. Et nous avons la certitude de n'être capables de rien. Juge l'impétueux Suffren, qui était d'une extrême exigence avec ses hommes, comme il l'était avec lui-même. Par ailleurs, il était téméraire et vaillant au combat. Et ça, tout le monde s'accordait pour le reconnaître, même ses détracteurs. Il affronta la Royal Navy aux Indes à plusieurs reprises et obtint des victoires décisives face à l'amiral Wood. En 1783, il livra une dernière bataille à l'amiral Hugues. Le 20 juin, après avoir débloqué la ville de Gondelour en Inde, grâce à son habileté manœuvrière, il oblige l'escadre anglaise à fuir vers Madras. 3 mois plus tard, le traité de Versailles, signé le 3 septembre par la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne, met un terme à la guerre d'indépendance des États-Unis. La Grande-Bretagne restitue ses comptoirs en Inde à la France. L'amiral Hugues l'annonça lui-même à Suffren pour lui annoncer la paix entre les deux pays. « J'espère, lui dit-il, avoir l'honneur de rencontrer bientôt votre Excellence comme ami. » C'est en héros que Bailly revint en France à bord du vaisseau Le Héros et débarqua en mars 1784 à Toulon au milieu de la liesse générale. Puis il est reçu à Versailles par le roi et la reine qui interrompent leur déjeuner pour l'accueillir. Le roi le fit alors vice-amiral et chevalier de Saint-Esprit. Cette distinction le mettait au niveau des familles de la plus haute noblesse. Suffren, libéré alors de son service, va commencer à voyager à travers la France. Il va ainsi passer plusieurs mois à Malte, auprès du grand maître de l'ordre, Rohan, qui le nomma ambassadeur de l'ordre à Versailles.
Il s'installera alors définitivement en France et exerça avec sérieux ses nouvelles fonctions diplomatiques. Mais il se voyait déjà reprendre du service auprès de Louis XVI, qu'il voyait de plus en plus souvent. L'appel du large, sans doute pour cet homme étonnant, qui n'était vraiment heureux qu'en mer. Dans une lettre, il écrit: Je suis maintenant un ambassadeur d'une petite puissance, mais cela ne m'empêche pas de servir, et je serais au comble de mes vœux si je pouvais contribuer à rendre leur liberté au peuple de l'Inde en la libérant des Anglais. Constamment en sueur, son odeur corporelle en fait cependant un personnage plutôt repoussant, d'autant plus qu'il ne cesse de vociférer et d'invectiver tout le monde. Il n'en représente pas moins le roi à plusieurs reprises sur le grand chantier de modernisation du port de Cherbourg, voulu par Louis XVI. Et sa gloire est telle que, de son vivant, le grand sculpteur Houdon va réaliser son buste et une statue le représentant qui est élevée à Saint-Tropez. Il est au fil des années de plus en plus gros, tout en restant leste. Sa gloutonnerie est phénoménale, même si son régime alimentaire est en partie compensé par sa grande activité physique. Il avait gardé l'habitude de descendre des navires par le flanc au moyen d'une seule corde, aussi lestement qu'un jeune mousse. Mais sa santé se détériore et au cours d'une visite à Versailles, chez Madame Victoire, fille de Louis XV, il a une attaque et il meurt quelques jours plus tard, le 8 décembre 1788. Il est enterré dans l'église Sainte-Marie du Temple, mais son cadavre sera jeté aux ordures sous la Révolution. Oh, pourquoi cet homme n'a-t-il pas vécu jusqu'à moi? Ou pourquoi n'en ai-je pas trouvé de sa trempe? J'en eusse fait notre Nelson, et les affaires eussent pris une autre tournure. Mais j'ai passé tout mon temps à chercher l'homme de la marine sans avoir pu le rencontrer, dira Napoléon à son sujet. En 1783, tandis que Suffren remportait glorieusement la bataille de Gondelour, Louis XVI et le maréchal de Castries faisaient appel au capitaine Jean-François Gallo de la Pérouse, natif d'Albi, pour diriger une expédition autour du monde. La Pérouse partit de Brest en août 1785. L'expédition créa des liens avec les indigènes dans toutes les îles et les pays qu'il aborda et recueillit des informations précieuses qui feront progresser nos connaissances du monde, mais en mars 1788, les deux frégates de la Pérouse se brisèrent sur les rochers devant l'île de Vanicorde et les audacieux navigateurs ne reverront jamais la France. Condamné à mort par la France révolutionnaire, Louis XVI, en montant à l'échafaud le 21 janvier 1793, aurait demandé à l'un des officiers qui le conduisait au supplice: « A-t-on des nouvelles de monsieur de la Pérouse ?» Avec Louis XVI, en même temps que la monarchie, disparut la marine de l'Ancien Régime. La marine du XIXe siècle lui succéda. Sous la Révolution et sous l'Empire, de nombreux marins originaires du Midi se feront particulièrement remarquer. Je voudrais vous parler d'un Marseillais issu d'une famille de marins. Jean Gaspard de Vence, corsaire du roi, puis chef d'escadre de Napoléon. Né en 1747 dans une famille de marins, grand admirateur de Pythéas, il s'embarqua pour Saint-Domingue alors qu'il avait tout juste 15 ans, afin de rejoindre son frère aîné Jean-Baptiste et y faire une campagne corsaire. Son père, riche armateur,
possédait sur l'île des exploitations sucrières et avait participé, avec la famille Clary, à la fabrication de savon à Marseille. Il fait ses classes, si j'ose dire, dans la marine royale, sur le vaisseau de 74 canons, le Protecteur. Mais il a la sagesse de rentrer en France 2 ans plus tard pour entreprendre de solides études, et notamment de mathématiques. Il repart ensuite naviguer et devint capitaine. En 1767, à bord de l'Auguste, il entreprend un voyage sur la côte d'Afrique, où le navire fait naufrage. Il s'ensuivra une marche de 4 mois en terre aride au milieu de grandes souffrances pour rejoindre la civilisation. De nombreux membres de l'équipage et ses plus proches camarades périront lors de l'expédition. Il parviendra, lui pourtant, à rentrer à Marseille, à demi-mort, victime du scorbut. Mais il n'est pas homme à baisser les bras à la première épreuve. Jean Gaz, comme l'appelaient ces hommes. À peine remis, il part pour les Antilles, malgré une situation politique compliquée. Les temps alors sont durs. La guerre fait partie du quotidien de la jeunesse qui rêve d'aventure. À la Martinique, où il se trouve en 1776, il devint corsaire. C'est le début de la guerre d'Amérique et il sert sous le pavillon américain d'abord, puis français. Il combat avec vaillance aux côtés de l'amiral d'Estaing, avec lequel il s'empara avec éclat de la Grenade. Il acquiert dès cette époque la réputation d'un corsaire redoutable que rien n'arrête et celle d'un infatigable baroudeur. La guerre terminée, il prit ses fonctions de capitaine de port à Grenade, mais il se trouva impliqué dans une sombre affaire de disparition de matériel naval. Ce n'est que sous la Révolution qu'il parvint à obtenir justice et il fut alors nommé capitaine de vaisseau avec affectation à Brest. Tonnerre de Brest! Quelle joie et quel bonheur pour lui après des années de méfiance et de soupçons de la part des autorités de marine. Mais sa plus grande satisfaction fut de prendre à Toulon le commandement de l'Heureux, puis du Dunkerque. Non pas du Dunkerque, mais du Duquesne, avec lequel il ramena dans la cité phocéenne d'ailleurs un convoi de 80 navires de blé. Promu contre-amiral en 1793, il prit le commandement de 3 vaisseaux, 7 frégates et 2 lougres, avec laquelle il escorta des convois en Atlantique, mais attaqué par l'amiral Cornwallis, il perdit 8 de ses navires. Il va alors devoir affronter d'autres drames plus personnels, comme le procès et la condamnation à mort de son ami, l'amiral d'Estaing, ainsi que celui de son frère et de son neveu, guillotinés comme royalistes. Mais il n'en poursuit pas moins sa brillante carrière, car ses qualités sont reconnues unanimement. Son franc-parler lui vaut toutefois de nombreuses déconvenues. Il s'opposa à un projet d'expédition de Auch, en raison de l'état lamentable des bateaux de l'escadre, du manque dramatique d'équipage aguerri et de la quasi-absence de vivres. On ne voulut pas l'entendre, et 2 mois plus tard, cette expédition fut un échec cuisant. Après le coup d'État du 18 Fructidor en 5, il est nommé commandant des armes à Toulon, puis premier préfet maritime. Il a alors la charge de préparer la grande flotte et l'escadre de Paul de Bruay Desgaliers, qui conduira la campagne d'Égypte. Durant cette période, il reçoit chaque jour la visite du général Bonaparte. Et ces discussions sont ardues, bien que souvent tempérées par la présence de la fille de Vence, à laquelle Bonaparte témoigne de beaucoup de tendresse. Durant ses fonctions à Toulon, Vence participe aussi à l'affaiblissement de la course barbaresque en Méditerranée. En 1802,
Il est appelé au commandement d'une escadre à Brest, et c'est en tant que chef d'escadre à Boulogne qu'il retrouve Bonaparte, bien décidé à envahir l'Angleterre. Les deux hommes en discutent avec fougue, avec cette fougue qui les caractérise tous deux. Et Vance, toujours direct et franc, critique avec véhémence les bateaux plats avec lesquels est projetée la descente en Angleterre, expliquant que ces navires étaient de véritables coquilles de noix et n'étaient pas adaptés à la traversée de la Manche. Bonaparte n'apprécie guère les propos de Vance, ainsi que son scepticisme sur la valeur de la flottille du camp de Boulogne. La discussion est âpre, et la fille de Vance n'est plus là pour adoucir les remarques acides échangées. Bonaparte repart furieux. L'invasion de l'Angleterre ne se fera pas, et peu de temps après, Vance apprend qu'il est admis à la retraite. Il n'a que 55 ans, et il se sent en pleine forme. Mais rien ne peut faire changer d'avis le premier consul. Profondément affecté par ce qu'il considère comme une humiliation, Vance se retire alors dans son domaine de Vaulichère, près de Tonnerre, dans l'Yonne. Il y cultive son vin, mais pris d'un mauvais coup de froid mal soigné, il meurt en mars 1808 à l'âge de 61 ans. Contrairement à ce qu'il pensait, je suis persuadé que Napoléon avait un autre suffrène sous la main, en la personne de Jean-Gaspard de Vance. Malheureusement, trop susceptible, Napoléon laissa passer cette chance et ne sut pas utiliser suffisamment les talents et les compétences de ce marin exceptionnel. Si les grands navigateurs provençaux d'aujourd'hui sont très populaires et leurs exploits célébrés dans les médias du monde entier et sur les réseaux sociaux, et je pense tout particulièrement au skipper marseillais Christopher Pratt, dont le palmarès à moins de 40 ans est impressionnant, depuis sa première place au Tour de France à la voile en 2000 jusqu'à sa victoire au Tour de Corse à la voile en 2015. Savent-ils, ces modernes aventuriers des mers, que leurs lointains prédécesseurs, Pythéas et Eutimène, restèrent longtemps négligés et méconnus. Comme je l'ai dit précédemment, les deux navigateurs massaliotes furent très affectés par le manque de reconnaissance de leurs compatriotes. Incontestablement, Massalia se montra ingrate et profondément injuste envers ces deux héros, qui pourtant firent retentir sa grandeur et sa puissance jusqu'aux extrémités du monde. Grâce à eux, Massalia commença à leur rendre enfin justice à la fin du XIXe siècle, et juste, bien que tardive, gratitude de Marseille, des statues de Timène et de Pythéas furent réalisées par Auguste Hautain en 1859, et elles ornent la façade du palais de la Bourse de la cité phocéenne. Je vous remercie.